Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Trésor Robin. Voici le sommaire. Sur l'As Cotonou-Calavi, ils sont les maîtres de la circulation. Les Tokpa-Tokpa sont devenus la hantise des automobilistes et les motocyclistes. Entre arrêts brusques en pleine voie, refus de priorité et agressivité au volant, des minibus de transport en commun sont devenus une préoccupation majeure pour la sécurité routière. Ensuite, quelques manquements et irrégularités sont notés par la Cour constitutionnelle dans le déroulé du scrutin ainsi que dans les étapes qui ont suivi. Ces insuffisances ont été relevées dans la décision lue par le président Dorothée Sosa en présence de ses pairs. Et puis enfin, après 30 années d'absence, le rêve se transforme enfin en réalité pour le Bénin. L'équipe nationale masculine de handball va de nouveau participer à la grande fête continentale du handball. Les Guépards vont prendre part à la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Pour beaucoup d'entre nous, ils sont le seul moyen de rallier Cotonou à Calavi à moindre coût. Et pourtant, dès qu'ils s'élancent sur le bitume, ils deviennent la hantise des automobilistes et des motocyclistes. On les appelle les Tokpa-Tokpa. Entre arrêts brusques en pleine voie, refus de priorité et agressivité au volant, ces minibus de transport en commun en sont devenus une préoccupation majeure pour la sécurité routière. Et le Riche Gaba nous fait vivre justement les récriminations de ce reportage. Indispensable pour les populations à bas et moyens revenus, les Tokpa-Tokpa, ces minibus de transport en commun, impactent l'économie urbaine. Mais ils sont aussi le cauchemar des usagers de la route. À Cotonou comme à Calavi, les Tokpa-Tokpa règnent en maître absolu sur le bitume. Il ne s'est pas conduit du tout. C'était avant de conduire là. Il conduit très mal. C'est pas bien. Même dans le véhicule, il les insulte les clients. Ils disent de n'importe quoi aux clients. Surtout, il y a même des apprentis qui montent sur le volant en train de conduire. Alors qu'ils ne sont pas chauffeurs. À peine aperçoivent-ils un potentiel client, ces minibus dévient de leur trajectoire sans aucun signalement et sans égard pour les autres usagers. Ils sont accusés d'être à la base de nombreux accidents, parfois mortels. Par exemple, si un client m'a été, il y a noté tcha. Vous n'avez noté biscuement en même temps. Bon, mais à lui, il me dit, mais il y a le niveau, le quoi, mais il dévie, il y a des mais il y a accident là. Accident qui a un hommage. Parce que je permis. Parce qu'ils prennent comment on va dire, des articles Queen. Elles se beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'ils font de la pagaille sur la voie publique. Il faut qu'ils veillent, surtout dans ce secteur-là. Il faut qu'ils réglementarisent. Simple infraction au code, c'est l'absence totale de courtoisie qui choque. Le Tokpa-Tokpa ne demande pas le passage, il s'en accapare. Dans toute auto-école, il doit être enseigné que lorsqu'on veut intégrer une route, il faut déjà commencer à signaler son intention. Il faut signaler son intention. Donc, mettre le client dedans, contrôler et intégrer progressivement en contrôlant toujours et en intégrant sans déranger qui que ce soit. Et pour sortir également de la circulation, il faut faire le même exercice. Annoncer que l'on veut sortir, donc en signalant son comportement avec l'indicateur de changement de direction qu'on appelle clignotant, en contrôlant et en sortant progressivement, en contrôlant les autres usagers qui sont du côté droit, les cyclistes, les cyclomotoristes qui sont à votre droite, qu'il ne faut pas déranger avant de se ranger. Malgré les multiples arrêtés préfectoraux et les opérations de la police républicaine, le naturel revient vite au galop. Le Tokpa-Tokpa reste ce mal nécessaire, un service de transport abordable, mais enveloppé dans un emballage d'insécurité. Et face à ce constat alarmant, la question des contrôles inopinés et justement de la sensibilisation se pose avec insistance. Voilà quelques-unes des propositions faites par le Centre national de sécurité routière à travers son chef division communication. Plusieurs autres propositions sont faites par Eric Denyonvi au micro de Ulrich Gaba. Vous voyez les minibus, le conducteur qui doit conduire le minibus doit se munir
d'un permis de catégorie DR. Or, dans la circulation, au niveau de ces conducteurs-là, nous constatons que le permis qu'ils utilisent pour conduire, c'est le permis B. Et la majorité de ces conducteurs n'ont même pas de permis. Pour faire un arrêt, il faut signaler sa position. Et pour signaler sa position, ce n'est pas le clignotant. Ces conducteurs de bus ne signalent rien, ou bien quand ils voient tout de suite un usager au bord de la voie, ils virent seulement et ils prennent l'usager. Et quand on dit de signaler, de mettre son clignotant, c'est de prévenir l'usager. Et c'est à 30 mètres de l'OSCA, ou bien c'est à 30 mètres de changement de direction qu'il faut mettre son clignotant. Il faut beaucoup de sensibilisation à l'endroit de ces conducteurs. Et il faut que l'État nous permette de faire des contrôles inopinés au niveau de ces conducteurs. Parce que dans la circulation, nous voyons qu'ils sont nombreux qui ne détiennent pas le permis de conduire DR. Ou bien ils sont peu qui détiennent le permis, mais le permis catégorie B, qui n'est pas adapté aux matériels roulants qui sont en train de circuler, de rouler. Maintenant, il faut aussi que l'État puisse créer un pacte de regroupement au niveau des lignes. Parce que quand vous voyez les minibus aujourd'hui, c'est Cotonou-Porto Novo ou bien Cotonou-Calavi. Il faut qu'au niveau de Tokpa, on puisse avoir une gare routière qui rassemble ces conducteurs pour l'embarquement. Et sur le tronçon, on puisse ériger des arrêts pour que celui qui prend le bus puisse descendre pour pouvoir aller chez lui. C'est les mesures d'accompagnement. Quand le conducteur ne trouve pas ces mesures-là, il fait du désordre sur la route. On parle éducation à présent. Les délais réglementaires de dépôt des dossiers de candidature pour les examens scolaires du BPC du baccalauréat 2026 expirent respectivement le 2 février et le 30 janvier prochain. À quelques semaines de ces dates butoirs, quelle est la situation qui prévaut au niveau des établissements? Le cas du CEG Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi nous intéresse. Voici les images. Maillon essentiel du dispositif de collecte et de gestion des dossiers de candidature, le censeur est en plein traitement des photos numériques des élèves de la classe de terminale. Et une fois les photos importées, nous tirons la fiche, le formulaire de préinscription portant leurs photos. Les candidats ramènent ces photos à la maison et font vérifier par l'aide de leurs parents si les informations qui figurent sont justes. Après, nous ramènent les photos et les fiches de préinscription, formulaire de préinscription, et si il y a des corrections à faire, on intègre les corrections et on associe ça à leur dossier. En ce qui concerne le BEPC, le processus étant identique, l'importation des photos des candidats est déjà chose faite. Une fois le travail du censeur achevé, les surveillants reprennent le relais pour le dépôt des dossiers, soit au niveau de l'office du baccalauréat, soit à la direction départementale de l'enseignement secondaire pour le BEPC. L'office du bac a des périodes précises et ils indiquent des sites où ils passent récupérer les dossiers des candidats. Pour ce qui concerne le BPC, la majorité des opérations s'effectuent sur la plateforme EducMaster et les équipes sont constituées à la direction départementale et les attendent. Et dès qu'un établissement est prêt, ils apportent les dossiers. Toutefois, le processus d'inscription des postulants au BEPC et au baccalauréat ne se déroule pas sans encombre. Par exemple, certains n'ont pas leur carte CIP. Et c'est maintenant qu'ils doivent courir pour aller chercher les pièces. Soit c'est là une naissance qui est défectueuse, soit il y a des corrections à faire au niveau de leur nom. Donc ils ne s'y prennent pas si tôt, pas négligence, et ils doivent courir pendant ces derniers temps. Donc aussi il y a des candidats qui sont carrément étrangers et qui découvrent qu'ils doivent payer par rapport à la quittance. Ils découvrent également que la somme à payer est un peu élevée. Donc... Face à ces difficultés, des dispositions sont prises tant au niveau départemental qu'au niveau de l'établissement pour garantir la participation de tous les candidats aux examens. Les chefs d'établissement savent ce qu'ils ont à faire pour que, quel que soit le retard accusé par ces apprenants, qu'ils soient rattrapés. L'établissement peut rapidement gérer pour que l'élève soit, si ce n'est que les frais d'inscription, que ces élèves soient en règle
Pour ce qui concerne les actes de naissance, les pièces à fournir, tout ça, il y a toujours ces cas. Nous avons donné des instructions au chef d'établissement de ne renvoyer aucun élève, aucun candidat pour ces histoires-là. Avec les instructions reçues, même lorsqu'ils n'arrivent pas à se libérer totalement des frais d'instruction, qui nous permettent d'avancer dans les collèges, s'ils sont candidats, nous faisons diligence pour acheminer leur dossier. Selon la directrice du CEG Godomé, le processus de dépôt des dossiers du baccalauréat évolue à un rythme soutenu. Plusieurs centaines de dossiers sont déjà acheminés à l'office du baccalauréat. Après les grandes tendances annoncées par la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'issue du scrutin du 11 janvier 2026, la Cour constitutionnelle a rendu public les résultats définitifs. Il ressort donc de la décision EL-26001 du 19 janvier 2026 lue par le président de la Cour que les deux partis qui siégeront à la 10e législature sont les deux grands blocs de la mouvance. Je vous invite à suivre à cet effet Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, à l'audience plénière de ce lundi. Au plan national, le FCBE a obtenu 133 263 voix, soit 4,78%. 4,78%. LDA a obtenu 451 820 voix, soit 16,20%. BR a obtenu 1 021 459 voix, soit 36,62%. Mouel Bénin a obtenu 33 199 voix, soit 1,19%. UPR a obtenu 1 149 251 voix, soit 41,21%. Point total de 2 288 992 voix au plan national. Qu'il en ressort que les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national s'élèvent à 278 801,1 voix. Que de l'analyse de ces résultats, il ressort que seuls les partis politiques LD, BR et UPR ont obtenu les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national. Que faute d'avoir atteint ce seuil, les partis politiques FCBE et Moël Bénin ne peuvent prétendre à l'attribution de sièges. Que s'agissant des 20% de suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives, les données ci-dessus présentées révèlent que les partis politiques UPR et BR ont satisfait à cette exigence des dispositions de l'article 146 nouveau du Code électoral dans chacune des dites circonscriptions. Les démocrates n'ayant pas rempli ce critère d'éligibilité dans la première, la troisième, la cinquième, la neuvième, la 11e, la 12e, la 17e, la 18e, la 20e, la 21e, la 22e, la 23e et la 24e circonscription électorale. Qu'il s'en infère que seuls les partis politiques UPR et BR sont éligibles à l'attribution des sièges. Et pour précision, tout citoyen désireux de formuler des recours est invité par la Cour à le faire sur un délai de 10 jours à compter de ce lundi 19 janvier 2026. Et par contre, sur le même sujet, quelques manquements et irrégularités sont notés par la Cour dans le déroulé du scrutin, ainsi que dans les étapes qui ont suivi. Ces insuffisances ont été relevées dans la décision lue par le président Dorothée Sosa en présence de ses pairs. Il s'agit entre autres du retard accusé à l'ouverture de 7 ans bureau de vote. On l'écoute à nouveau. Le défaut de procès verbal de déroulement du scrutin et ou de feuilles de dépouillement. Le mauvais remplissage du procès verbal de déroulement du scrutin et des feuilles de dépouillement.
l'absence de mention du nombre d'émargements et de votes par dérogation sur le procès verbal de déroulement du scrutin et ou sur la feuille de dépouillement. L'absence ou le mauvais remplissage du registre de vote par dérogation. La confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants. Le défaut de décompte des voix par pictogramme. L'incohérence entre les pictogrammes et les chiffres arabes. Le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe à côté des pictogrammes. L'incohérence entre le nombre de votants et le nombre de suffrages valablement exprimés. L'incohérence entre le nombre de votants et le nombre d'inscrits, le retard dans le démarrage du scrutin dans certains postes de vote, le défaut d'indication du code d'identification de certains postes de vote, le défaut de mise en annexe des bulletins présumés nuls au procès verbal de déroulement du scrutin, la confusion entre les bulletins présumés nuls et les bulletins valides, l'absence de mandataires des candidats à certains postes de vote, le défaut de signature des documents électoraux par des mandataires, la signature de plusieurs procès-verbaux de déroulement du scrutin par une même personne, des plis non transmis par la Sénat, que certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote, que ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il convient de le valider. Dans la suite de cette édition, on vient de faire un petit tour dans la ville de Cotonou à petit rythme et dans un moyen roulant totalement innovant. Le petit train de Cotonou est à vous, projet porté par une famille afrodescendante. Le joyau a été lancé dans la capitale économique sous la coupole du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Voici les images. Livré avec 2 wagons d'une capacité de 20 passagers chacun, une puissance de 20 km/h, des caméras surveillance et différentes commodités, le petit train révolutionne le paysage touristique de la ville de Cotonou. Estampillé Dahomey Discovery et alliant tradition et modernité, ce joyau est une promesse d'immersion profonde au cœur de chaque attraction de la capitale économique. Ce n'est pas un simple trajet, mais c'est une invitation à regarder la ville différemment, à l'écouter et à entendre ce qu'elle a à nous dire. À travers ce projet, Cotonou affirme sa volonté de promouvoir un tourisme urbain moderne qui est déjà accepté par la ville, qui est respectueux de l'environnement et ancré dans l'histoire et l'identité des villes emblématiques. Ici, il ne s'agit pas de longue distance, mais d'escales urbaines, culturelles et mémorielles. Des arrêts choisis pour raconter la ville, révéler ses strates, ses rythmes, ses visages. Comme autrefois, le train ne fait pas que passer. Il relie, rassemble, raconte. Ce projet Petit Train de Cotonou, initié depuis plusieurs années par une famille d'afro-descendants, arrive à concrétisation après avoir buté sur les événements de la vie. Ce projet de Petit Train devait voir le jour il y a 3 ans. Après un événement personnel s'est produit dans notre vie qui a fait que nous avons repoussé ces venues. Nous étions ici en février et en avril, donc en mars, nous sommes rentrés en métropole pour chercher des fournisseurs qui allaient nous construire ce projet. En avril, le 10 avril, j'ai perdu mon papa et le 11 avril, mon mari a perdu sa maman. Pour clôturer en beauté cette cérémonie, un court trajet a été effectué par les participants à bord du joyau Écarlate.
Et puis à l'intérieur du pays, une nouvelle équipe dirigeante installée pour les 3 prochaines années à la tête de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Banter, élue à l'issue de la première assemblée générale ordinaire. Le bureau exécutif présidé par Marcelin Laroux a pris officiellement fonction. La cérémonie a eu lieu ce week-end à Banter. C'était en présence d'un parterre d'invités, les délégués des diverses associations membres de l'Union ainsi que d'autres invités. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou. Le nouveau bureau de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Banter, Kachifé, prend officiellement les rênes de l'organisation. Présidée par Marcelin Laroux, l'équipe est élue à l'issue de la première assemblée générale ordinaire, tenue le samedi 25 octobre 2025. La passation de charge entre le bureau exécutif sortant et celui entrant a réuni de nombreuses personnes, délégués des associations membres et autres acteurs partageant les idéaux prônés par le Creuset. Mesdames et messieurs, les membres du bureau entrants, vous héritez d'un acquis appréciable. Votre mission est claire. Faire mieux, faire plus et faire autrement, toujours dans l'intérêt supérieur de notre commune. Marque d'une continuité dans l'engagement, mais aussi un renouveau dans l'action. La cérémonie a servi de cadre pour rappeler les objectifs de l'Union, faire le bilan de la mandature qui s'achève et énoncer quelques perspectives. Je voudrais rendre une fois de plus un hommage appuyé à la mémoire de notre premier président, le général de division à la retraite, Soumano Oké, qu'il repose en paix. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'intérim que j'ai dû assurer à pied levé n'a jamais été perçu comme un pouvoir personnel et ne s'est jamais mis sous la coupe d'un clan politique, mais comme une mission de continuité, de sauvegarde et de préparation. Notre objectif principal a été de préserver l'unité de l'Union. Face aux défis et enjeux dont il mesure l'immensité, le président entrant au nom de son équipe a promis s'investir afin de faire de Kachifé une union forte, dynamique et orientée vers la consolidation des liens sociaux entre les filles et fils de Banter. Nous devons travailler à faire de notre union un creuset de dialogue pour les filles et fils de la commune de Banter, afin de promouvoir la paix et le vivre ensemble, faire en sorte que Kachifé soit un espace de veille citoyenne de toutes les initiatives publiques et privées de développement. Contribuer à ce que Kachifé soit un instrument de création d'opportunités pour nos jeunes et nos femmes afin de réduire les inégalités et préserver nos valeurs de solidarité. Porteuse d'espérance, d'inclusion et surtout d'un engagement collectif à préserver l'unité, les manifestations se sont achevées par l'échange des civilités pour la nouvelle année. Tous se sont formulés de bons vœux et souhaitaient que 2026 soit une année de paix et de santé. On finit par le sport. Après 30 années d'absence, le rêve se transforme enfin en réalité pour le Bénin. L'équipe nationale masculine de handball va de nouveau participer à la grande fête continentale du handball. Les Guépards vont prendre part à la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seniors hommes de handball qui va se dérouler du 21 au 31 janvier 2026 à Kigali, au Rwanda, justement. Et puis logés dans le groupe D, les Guépards feront face à des adversaires solides et expérimentés dont le Maroc, le Congo, le Cap-Vert. Le dossier sport du jour s'intéresse au retour du Bénin à la CAN 30 ans après sa dernière participation. Dans l'antre du Palais des Sports de Cotonou en 1996, les 10 meilleures équipes masculines du continent d'alors ont animé la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Une grande fête continentale au cours de laquelle l'équipe nationale du Bénin a signé sa toute première participation au tournoi. Mais sorti de cette première expérience à la 9e place au classement, le Bénin a totalement disparu des radars de ce grand rendez-vous africain de sport de l'eau. Cette fois-ci, c'est la bonne pour une nation qui longtemps restée ambitieuse, a dû s'allier à la persévérance dans le travail pour revenir sur la scène africaine. L'attente a duré pour les Guépards, mais ils tiennent enfin leur passe de retour dans le grand bain continental de la discipline. C'est la participation des catégories d'âge aux différentes compétitions de la CAB et de l'IHF, comme le Challenge Trophy, si je peux citer que ça, et aussi la manière dont vous organisez votre championnat. Donc c'est tous un point cumulé qui ont haussé
le ranking du handball béninois sur le plan africain, d'où notre retour. C'est un retour avec de grandes ambitions pour les Guépards. Une autre époque et une nouvelle génération de joueurs béninois qui n'entendent pas seulement participer à la compétition. Ce qu'on produit, c'est correct. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas été à la CAN, donc forcément, on y va pour gagner des matchs, pour surprendre. Logés dans le groupe D, les Guépards feront face à des adversaires solides et expérimentés. Exister face à des adversaires habitués des rendez-vous mondiaux et maintenir la place du Bénin parmi les meilleurs au plan continental font partie des priorités. On n'a pas les plus grands joueurs d'Afrique, mais on a des joueurs avec beaucoup de cœur. Et c'est certainement là-dessus qu'on va essayer de compenser. Nous n'allons pas là-bas en victime. Non, loin de là. Nous allons rendre la tâche difficile à tous ceux qui vont nous croiser. Après plusieurs semaines de préparation, les Guépards ont pris la route de Kigali avec comme mission d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Bénin à la CAN. Ils se doivent de relever des défis vieux de plusieurs décennies et de redorer le blason du handball béninois sur la grande scène continentale. C'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.